Bonjour à toutes les personnes qui sont présentes. Je me présente Aral, je serai le modérateur de cette présentation et de ce meet d'artistes avec l'homme que l'on nomme Pi Gonzalez, Sozy Gonzalez et par plein d'autres sobriquets. Mais dès qu'il a fini de boire, je pense un peu tout seul. Alors c'est très bizarre de parler dans un micro devant je ne sais pas qui regarder. Donc bonjour. Qu'est-ce que je dois dire? Me présenter. C'est vraiment mon âge? Non, je suppose que la plupart des personnes qui sont là aujourd'hui connaissent l'artiste. Non. Non? Par hasard un peu, non? Mais on va quand même les amener à en savoir un peu plus. Artiste peintre, rappeur, personnage, personnalité, un peu tout ça. Carrément. Ouais, je pense. Bah voilà, c'est compliqué. Donc moi, je n'ai pas fait exprès. J'ai commencé à jouer au Lego comme tout le monde, et puis j'ai commencé à dessiner, à faire un peu de musique avec Spimouze, un pote à moi, et puis on a fait tout ça de manière genre naturelle, non, parce que, enfin voilà, mais comment est-ce qu'on dit en fait? On a fait ça comme ça, quoi. Sur un coup de tête, quoi. Ouais, pour la gueule, parce que c'était cool, parce que c'était marrant. Et on n'a absolument rien intellectualisé ou rien cherché à intellectualiser. On a juste commencé à taguer. Et je pense que c'était ça qui était rigolo, le fait de le faire parce que c'était un délire que personne comprenait à part nous et à part ceux qui suivaient un peu ce qui se passait à New York et dans le hip-hop new-yorkais ou à Los Angeles, tout ça. Et donc nous, on trouvait ça vraiment cool. On essayait juste de transformer Bruxelles, qui avait l'air d'un village de Playmobil, en Bronx. Donc c'était un peu un but nul. On m'entend pas? Tu peux le dire, tu sais? Ah, je fais un check. On fait un check, Mike. Ouais, mais là, moi, je m'entends super fort. J'ai l'impression que je dois parler plus doucement. Est-ce qu'il y a des gens là qui en absolument... Ils viennent pour autre chose, non? Hein? Il y a aussi l'expo qui est juste là. Okay, du coup, il y a du passage. J'ai toujours pas vu l'expo. Parce que je crois que, en vrai, je m'en fous un peu. J'ai vu des trucs sur Internet. J'étais là, ouais. Je sais pas vraiment la place, je pense, idéale pour moi pour voir quelque chose qu'on a fait justement dans cette ambiance innocente du gamin de merde que nous étions. Et je pense que pour le rendre intéressant pour un public qui n'a pas vécu cette manière de voir les choses, je pense une exposition comme ça, je pense que c'est pas assez complet, on va dire. Parce qu'il faudrait une machine que j'ai vue dans plusieurs films, une machine à remonter le temps, tout simplement, et revenir en arrière et voir toute l'ambiance. C'était toute une ambiance différente. C'était nouveau pour nous en Europe, c'était nouveau pour... En fait, tu veux dire que le contexte n'est pas assez puissant pour arriver à s'immerger dans ce que ça a pu être, tu veux dire? Aujourd'hui, avec Internet, je pense qu'on est vraiment perdu dans le passé, par rapport au passé. C'est comme on est aujourd'hui avec Internet comme dans les années 80, quand on s'imaginait les années 20, on se les imaginait en noir et blanc. J'imagine que c'était pas en noir et blanc, quoi. La vie de tous les jours était en couleur. Mais malgré tout, on voit Charlie Chaplin en noir et blanc, donc
Donc voilà, et je pense qu'avec Internet, aujourd'hui, vu qu'on est dans Internet à fond, même ceux qui ont grandi sans Internet, le fait d'être à fond dans Internet, on se rend compte que, en fait, le passé, le fait de vivre sans téléphone portable, on se demande à chaque fois, mais comment est-ce qu'on faisait à l'époque et tout ça. Bon, ben voilà. Ouais, il y a même une espèce de fantasme qui s'installe sur comment on pouvait arriver à faire telle ou telle chose. Ça devait être génial de faire un truc complètement pourri. Tu vois? Je parle avec des jeunes de 25 ans et ils me disent, ouais, comment vous faisiez ça devait être cool de découvrir un truc dans un magazine. Mais quand je parle avec eux, c'est dur d'expliquer toute une ambiance, quoi. Les gens ici l'ont connu, mais c'est difficile d'expliquer une ambiance dans laquelle Internet n'intervient pas. Donc en fait, on n'était pas dans le délire de vouloir faire des tags sur la rue Neuve en se disant ça va être le lendemain sur YouTube, ça va être le lendemain avec des likes dans ci, dans ça. Les réseaux médias, tout ça, c'est pas qu'on s'en foutait, c'est que Ça n'existait pas. Et ce qui nous intéressait, nous, c'était le voyage, c'était prendre le train. Et les autres aussi, qui prenaient le train, qui débarquaient à Bruxelles, voyaient nos délires dans la rue. Et comme ça, on pouvait exister à travers le mouvement. Parce que le graffiti, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est que le graffiti, c'est pas bruxellois, c'est ça aussi qui est pas représenté dans cette expo ici, c'est que le graffiti est né dans New York et s'est éparpillé comme un virus un peu partout. Et en fait, ce qui est intéressant dans le monde du graffiti, c'est que quand moi, je me suis jamais senti bruxellois à 100%, je me suis toujours senti européen, parce que je représente les graffiti et le hip-hop d'Europe par rapport au graffiti et au hip-hop asiatique ou américain ou africain. On est vraiment des Européens dans ce sens-là, quoi. Et donc, le fait de voyager, pour nous, c'était Internet de l'époque. C'était aller à Paris, se faire voir à Paris, que les Parisiens nous voient, les Hollandais, même chose, les Anglais, même chose, essayer de collaborer avec des gens. Et dans notre groupe, des néerlandophones, des gens d'un peu partout, de tous les horizons, tous les milieux, pour justement pour permettre d'aller plus loin, en fait. Grâce à un mec comme Grass que tu connais, Grass nous a fait découvrir le monde flamand du hip-hop belge, qui est super important. Enfin, tu le sais, quoi. Ouais, bien sûr. Les Wallons ont leur place dans le hip-hop belge, tout le monde se retrouve à Bruxelles à un moment donné. Oui, parce que étant donné que c'est pas un des quatre préceptes, mais c'est une des marques de fabrique du hip-hop, c'est de communiquer, de se montrer, de représenter. Donc fatalement, à un moment donné, je vais pas dire que on s'en fout de où tu viens, mais c'est important de savoir d'où les autres viennent aussi et de leur montrer à eux d'où tu viens. C'est-à-dire que si tu places un tag, par exemple, à Bruxelles, tu es content quand c'est des gens de l'extérieur qui viennent en train, qui passent devant ton déchirage et qui constatent ce qui s'y passe. Tout comme tu es content d'aller placer à Liège pour aller marquer un territoire qui n'est pas le tien et que les Liégeois s'interpellent sur ton lettrage, ta proposition. Ça fait partie de la racine hip-hop. C'est la base même du pourquoi on le fait, puisque aujourd'hui les gens le font, aujourd'hui les jeunes font un graphe ou un tag n'importe où, font une photo et la postent sur Instagram. Et à travers cette solution-là, le fait de taguer même derrière chez toi où personne ne passe, il y a quand même du passage, vu qu'à travers Instagram, les gens... Ouais, tu peux avoir 150 likes, quoi. Tu peux avoir 150 likes, même 5. Mais il n'y a jamais 5 personnes qui passent derrière cette rue et qui l'ont réellement vu. Donc ça reste digital. Et je trouve que c'est super bien. Je suis absolument pas nostalgique de la vieille époque. Au contraire, je trouve que chaque jour, c'est de mieux en mieux. Donc Internet forme et fait découvrir des gens qui, justement, n'avaient pas la possibilité de... Comme nous, à l'époque. Ouais. Enfin, nous, c'était une époque de fou, quand même. Tu étais obligé d'avoir un crew. À mon époque, quand j'avais 16 ans, tu étais obligé d'avoir un crew minimum de 5 personnes pour pouvoir marcher en rue, taguer sans se faire toyer. Ça a l'air ridicule aujourd'hui, mais se faire toyer, c'était le pire du monde qui pouvait nous arriver. C'était un autre groupe qui vient marquer son nom sur ton tag ou sur tes graphes.
c'était le drame absolu, quoi. Il n'y avait pas pire. Ouais, non, c'était un affront comme se faire pisser dessus, quoi. C'est un affront, mais en même temps aussi, tu te sens pas le bienvenu dans un monde qui est hostile, quand même. Donc, quelque part... Ouais, c'est important ce que tu viens de dire là, en fait. Le milieu était hostile. Très bien, parce que j'avais oublié ce que j'avais dit. Mais le milieu qui est hostile, c'est-à-dire que si on replonge dans le contexte, on a toujours tendance à embellir les souvenirs en se disant ouais, le ghetto c'était sympa, le truc c'était sympa, sortir la nuit avec des tags, avec des bombes et des poscas, c'était cool. Mais il faut quand même contextualiser que c'était quand même une espèce de bagarre pour s'imposer aussi. De un, et de deux, c'était complètement délinquant pour certains trucs. Mais aujourd'hui, disons qu'un agent de police voit un mec qui fait des graffitis, il aura déjà un background, mine de rien, d'avoir déjà vu au moins 15 émissions sur ce sujet, avoir vu une exposition de Banksy, avoir entendu que ça vaut plusieurs millions de dollars. Ouais, limite, il va se demander si tu es en contrat. Voilà, il va se demander, c'est peut-être le prochain Banksy, et il va peut-être faire attention à un vandale. À notre époque, on était juste des sous-merdes. Excusez-moi pour le jeune homme qui est là. On était vus, disons, par tout le monde, quoi, par les parents, par l'école, les profs, les flics. Voilà, c'était relativement mal vu, mais dans le sens très négatif du terme. Ça reste mal vu. Donc faire un tag sur une façade de maison, ça reste absurde, comme à notre époque. Mais à cette époque-là, c'était vraiment genre très mal vu, quoi, très mal vu. Genre, je me souviens, il y avait le journal de RTL, c'était même pas RTL TV, RTL tout court, qui disait, là, tu regardes le journal et ils te disent, je me souviens super bien, ils expliquaient pendant genre 20 minutes que le tag était un système entre voleurs de maisons, ouais, des codes, cambrioleurs, pour dire, dans cette maison, en août, c'est vide, ou ce week-end, il n'y a personne. Comme des clés de repérage, quoi. Ouais. Et donc, moi, je faisais un tag, et en fait non, j'étais un membre d'une organisation criminelle qui veut absolument détruire l'État belge. Ça, c'est ce que j'étais. Donc, il y a un moment où, en fait, on se dit que c'est vraiment, genre, très, très chiant, mine de rien, je dois l'admettre, c'est chiant d'avoir vécu ça, et que tout à coup, c'est dans Bruxelles. C'est chiant dans le sens où, en fait, ok, pour certains, ils vont se dire « Ah, mais voilà, ça rend justice ». Mais moi, j'ai pas eu le feeling de cette justice rendue. On a vraiment été traités comme des super chiens, et tout à coup, parce que Banksy fait des trucs qui rentrent dans un business commercial, qui est quand même le business de l'art, tout le monde le sait, le business de l'art, c'est un peu comme le business de l'or ou des diamants, quoi. C'est un peu crapuleux. Et donc, là-dedans, ben voilà, ouais, c'est un peu récupéré dans le business de l'art, quoi. Et ça se retrouve aujourd'hui institutionnel. Et je me retrouve là à parler c'est complètement dingue, en fait. Quand il pense, c'est complètement dingue. Et en tant qu'anarchiste rebelle, je trouve qu'on a vraiment tous l'air super cons, en fait, à essayer de s'expliquer qu'est-ce qui s'est passé à une époque où, en fait, tout le monde le sait, à cette époque-là, on était des merdes. Vraiment, quoi. Et aujourd'hui, on l'est toujours, mais il y en a 2-3 qui s'en sortent. Et, en général, c'est des Américains ou des Anglo-Saxons. Et voilà, c'est juste un autre business qui récupère des gens qui ont représenté l'image du genre... Enfin, ouais, c'est nouveau, la même chose, en fait. C'est les gens qui triment et tout ça, puis c'est récupéré par... Bah, c'est un peu ainsi. White Devil, à Cannes. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est un peu inhérent au système dans lequel on vit. Chaque mouvement et chaque forme, chaque chose qui prend une hype, je vais dire, naît d'un mouvement un peu révolutionnaire ou d'une espèce de révolte, qu'elle soit adolescente ou qu'elle soit populaire ou que ce soit... Tu comprends? Ouais. Fatalement, à un moment donné, ça va être récupéré, ça va être sur un t-shirt OCA, ça va être chez Primark.
Regarde, on n'est pas à l'abri, tu vois. Ils ont récupéré le punk, donc la culture punk. Ils ont récupéré le Ouais. rap, Ouais, tout. Le rock, soul, le rock. le jazz, tout ont été récupérés. Ouais, moi je trouve ça quand même un peu... c'est intéressant, en même temps c'est vraiment outrageant. Enfin, Il faut aussi voir où ça va, tu vois. À partir du moment où ça prend une direction qui va pas nuire plus que la situation dans laquelle on vient. Ce que je crains, c'est que ça aille juste dans les archives. Ouais, c'est ça. Ça reste dans des casiers. L'histoire est écrite, voilà. Il y a eu le graffiti à Bruxelles en 86 et on conclut avec cette exposition, voilà, c'est fini. J'ai un peu cette impression-là. Et ce serait dangereux. Non, c'est pas dangereux, parce qu'en fait, si c'est ça ce que l'intelligentsia essaye d'expliquer, qu'en fait, le graffiti c'est fini, je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'aujourd'hui, le street art a pris le dessus sur le graffiti qui avait un sens. Et le street art aujourd'hui, c'est quelque chose de graphique, plaisant, donc complètement à l'opposé de ce que Picasso essaye de transmettre comme message finalement. Parce qu'il n'a pas fait juste des toiles chères, il a vraiment travaillé profondément sur l'esprit, la conscience, le pourquoi faire de l'art. Et il s'est vraiment dit, voilà, on fait de l'art, pas pour décorer les appartements, mais pour combattre l'ennemi. Oui, bien sûr. Et je vais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est que le marché de l'art, c'est un peu comme le marché de l'or ou des diamants. Moi, je le comparerais presque plus, et c'est peut-être maladroit ce que je vais dire, mais je le comparerais presque plus au marché des organes. Parce que c'est très maladroit. C'est très maladroit, mais je veux dire que dans ton art, en règle générale, l'artiste met son cœur. Et après, c'est soumis à réflexion, c'est soumis à perspective, c'est soumis au regard des gens. À partir de quel moment tu peux y mettre une valeur financière réelle? C'est comme si tu dis, moi, ton cœur, je l'achète pour 500 000 euros. Ouais, mais moi, je sais pas, justement. Et ton émotion, je l'achète pour 1000 euros. Ouais, mais moi, je comprends pas. Mais je fais partie du business. Oui, mais bien sûr, on le fait tous partie. Je fais des expos. Je vais au vernissage. Ouais. Je me casse la tête pour... Et tu crées de l'art, tu crées du contenu. Ouais, mais je me casse vraiment la tête pour essayer d'être justement... comme ils disent, les anglo-saxons, ils sont super bien, parce que quand ils parlent, ils ont l'air intelligents. Et ils disent des phrases super bien, genre they stay to be true to themselves. Ouais, ouais. Et ils sont... En fait, eux, ils conservent les deux chaises et ils dansent au milieu. Ils arrivent à faire du business avec quelque chose de réel, quoi, tu vois. Et moi, j'essaye de faire, quand je suis dans mon atelier pour peindre une expo, voilà, bah, j'essaye de mettre la même énergie, les mêmes... que quand je suis dans la rue, que j'essaie de faire un truc... En fait, ton technique artistique, si on peut appeler ça comme ça, elle reste. J'essaye, Ouais. parce que c'est pas facile. Y compris au mic. Confortable, avec un chauffage, avec un iced tea, être dans ce confort, et essayer de garder la même vérité. Que quand tu te fais courser par des flics. Que quand tu es dans un hangar Bastille, tu vois. Ouais. Je veux dire, la tension est quand même... Il n'y a pas moyen, même si tu mets Black Sabbath à fond, Ouais. t'as pas cette... Adrénaline. Ouais, c'est un truc relativement mystérieux, c'est presque... ouais, c'est invisible, je sais pas si vous croyez en ces forces invisibles et tous ces trucs là, physiques, mais l'adrénaline, c'est puissant. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est tellement puissant qu'il y en a plein qui essaient de la substituer par d'autres choses. Le saut à l'élastique. Oui, voilà. Bon, le graffiti, c'est un level au-dessus du saut à l'élastique, juste pour dire. Parce que tu as 16 ans et que les gens, enfin ceux qui te courent derrière, vont menacer ta mère, de l'expulser parce que tu as fait des conneries. Donc c'est un peu genre le saut à l'élastique à ça du... Ouais, avec une corde. C'est le saut à l'élastique mais avec une corde. Ouais, et voilà, c'est vicieux. Ouais. Ouais, je sais plus ce que j'allais dire, de nouveau. Mais c'était juste pour dire... Non, par rapport à... On était sur... Ce que je voulais dire, c'est que... Ah voilà, je sais. Mais je suis dans le business, quand je fais des expos, des trucs comme ça, j'essaye d'être sincère dans mes toiles. Et au vernissage, ça me rend dingue d'admettre que je suis là à attendre que peut-être que je vais vendre une toile, quoi. Mais en fait, c'est parce que je vis de ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on rentre dans la partie uniquement financière. Ouais, et alors, je supporte pas les phrases du style « Oui, je fais ça parce que je dois mettre... Je
supporte pas cette excuse. Ouais, C'est ce que ouais. je veux dire. Mais en vrai, mais t'es là quand même. Ah putain, ah ouais. Ouais, celle-là, elle a un sac de ouf. Peut-être qu'elle va Ouais. acheter une toile. Ouais, ouais. Donc, à travers ce truc qui est à la base un truc que je pense instinctif, sincère et personnel qui est le graffiti, je me suis retrouvé à faire des trucs, des expos plus artistiques, officiels. Et c'est un choix personnel, mais tu te rends compte qu'il y a moyen de bien se trahir, de bien genre faire des trucs pour vendre. Se dire, je vais peindre un truc agréable au regard pour que... Oui, bien sûr. Oui, mais alors là, c'est comme ça qu'on se fait niquer une culture entière. Oui, totalement. Ouais, parce que... Ah ouais, enfin, je sais pas, Basquiat, c'était quand même bien sauvage et tout ça. Ben ouais, ils ont réussi à le rendre agréable au regard. Ouais. Il a réussi à... En fait, c'est un peu ce qui se passe dans pas mal de mouvements, la musique, etc. C'est que je pense qu'il y a des artistes qui ils arrivent dans leur business avec, comme tu as dit tout à l'heure, leur couille et leur cœur. Il y a toujours un moment donné où ils décèlent, comme tu dis, le profil de la femme qui a un beau sac et qui va acheter. Ils se disent, qu'est-ce qu'elle regarde? Ça? Je vais faire ça parce que ça a l'air de marcher. Et je vais continuer de faire ça parce que ça a l'air de marcher. Donc, il y en a certains qui vont se dédouaner en disant, j'ai décidé de prendre une direction artistique. Ça, c'est les spéculateurs. Oui, Ceux qui exactement. disent ça va marcher plus tard. Voilà. Investir. Et du coup, ils travestissent un peu leur... Honnêtement, ceux-là, j'essaye de pas trop les calculer, parce que je sais qu'il y en a et tout ça, mais ça, c'est vraiment très... ça, c'est très vicieux, tu vois. Oui, bien sûr. Et c'est... Genre, ouais, putain, mais je préfère vendre à quelqu'un qui collectionne et qui en fait, c'est ce qui va acheter, quoi. Oui, c'est ça. Et surtout, c'est très maladroit parce qu'en fait, quand tu te rends compte que, grosso modo, tout ce qui a vraiment donné naissance à des petits mouvements ou qui a vraiment fait une personnalité, c'est ce qu'ils ont fait par hasard. L'artiste, il est venu, il a fait un truc spontané, totalement, et ça a fait la différence. Il y a eu un enregistrement. Il y a eu un mix qui est raté, mais ça a fait la marque de fabrique de l'album, Ouais. et c'est resté. Du coup, après, quand on essaie de le reproduire, ça marche peut-être une fois, deux fois, mais ça va pas marcher ad vitam aeternam. Cypress Hill, quoi. Premier album, incroyable. Le Wu-Tang, Album, pareil, ouais, Wu-Tang. dans une certaine mesure, tu vois. Après, ils ont essayé de recréer la formule, parce qu'ils se sont dit, ouais, il y a un gros public pour cette formule. En fait, ce qui se passe, c'est que la musique rebelle ou l'art rebelle, il y a un moment donné où c'est tellement bien que ça devient mainstream. Pour Exactement. tout le monde. Et à ce moment-là, je sais pas quoi faire, quoi. Mais le souci, c'est que c'est Il y a un quand moment même... donné où, personnellement, tu te retrouves dans cette situation et tu es là. Et C'est maintenant, ça. quoi, tu Le vois. souci, c'est que est-ce que tu vas volontairement brider la portée de ton art pour rester dans cette énergie, ou alors tu vas accepter de rentrer dans le jeu de agrandir la masse. L'autre jour, je Tu me vois suis dit, j'ai l'impression qu'il faut carrément se foutre à poil, tu vois. Genre, je vais pas le faire, mais t'inquiétez pas. Je ne te suivrai pas. Allez. Non, mais tu vois, je sais pas. Non, mais en fait, c'est un truc. Ça a l'air de rien, mais oui, tu m'as demandé. Ouais, bah, j'ai 43 ans, quoi. C'est pas vieux, je pense, mais c'est quand même pas plus tout jeune, quoi. Donc, je me suis rendu compte, ça faisait, ouais, genre 28 ans que j'étais dans le graphe, quoi. Dans le rap. Hein. C'est un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire. Genre, j'ai un neveu, il a 20 ans, donc ça fait... J'aurais pu avoir... enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Un neveu de 28 ans qui s'appellerait Graffiti. Enfin, c'est complètement des choses... Parce que c'est quelque chose qu'on... Tous les jours, on vit avec, quoi. Tous les jours, on l'élève, ce petit truc à l'intérieur, quoi. Et pour moi, c'est comme mon fils, quoi. Ça a l'air nul à dire comme ça, mais c'est vrai. C'est un truc super personnel, quoi. Puisque tu le nourris, tu le fais évoluer, il grandit. Voilà, et quand je le vois traîner dans un bar et que quelqu'un vient chez lui dire tiens, tu veux un peu d'MDMA, c'est génial. Bah, tu vois, j'ai envie de dire ah, vas-y, ouais, c'est cool, mais en même temps, non, quoi. Bah, en même temps, ça, c'est le paradoxe humain. C'est le paradoxe humain, mais c'est le hip-hop, le graffiti, ce qu'on a vécu à Bruxelles, c'était Dans un sens, si. cool, Dans un sens, si. Parce que ça appartient à personne, mais ça appartient à tout le monde à partir du moment où tu t'installes en tant qu'acteur. Donc, à partir du moment où tu prends un micro comme on est en train de le faire, ne serait-ce que même pour en parler, à partir du moment où tu prends un Posca ou une bombe, ou que tu vas dans un bricot à l'époque pour piquer une bombe, tu fais partie du truc. C'était pas moi qui l'ai piqué, Ouais. c'était Smimouze. Bravo.
Big up à ce niveau. Moi, je surveillais. J'étais là. Vas-y. Mais tu vois ce que je veux dire, C'est bon. c'est que ça fait partie. Tu fais partie d'un truc qui ne t'appartient pas en fait. C'est pour ça qu'à un moment donné, on est toujours en demi-teinte. On ne sait pas trop si on doit prendre parti, si on doit juste laisser les choses. Moi, j'ai un caractère super bizarre, parce que je m'en rends compte, mais ça m'appartient. Ah oui. Je sais que ça m'appartient pas, mais j'arrive pas à faire autrement que penser que ça m'appartient. Dans Exactement. le sens où, c'était notre truc, et en plus de ça, c'était mon truc, quoi. Et aujourd'hui, ça l'est toujours, tu vois, Bien sûr. dans le sens où... en fait, ça me dérange en fait, de voir ce truc aux Beaux-Arts. Je sais pas si ça dérange les gens qui ont... Ça n'a rien à voir avec les gens qui ont organisé ce truc, évidemment. Je pense Pas pas. de bif, pas de guerre, quoi. Mais ça me dérange, quoi. Ça me dérange de voir ça là comme ça. Parce que c'est comme voir, voilà, tu sais quoi, c'est comme voir une expo d'enfants normaux qui font des dessins normaux, qui sont géniaux, avec le trait de l'enfant, et en faire une expo et dire, voilà, c'est ce que vous étiez tous. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais en même temps, c'est comme... Il y a un calput à moi là-bas, quelque part. Tu vois, il y a quelque chose de... J'ai l'impression qu'on est dans ton intimité, tu veux dire. Mais non, je sais pas, on m'a piqué quelque chose. Parce que si c'était ma chambre, je trouverais ça cool de vous inviter tous à aller voir ma chambre de 1992. Ouais. Mais en fait, je pense que... Attends, Vas-y. tu l'as pas vu, ma chambre de 92. C'était une cave, c'était spectaculaire, les gars. Il y avait tout le monde. Ça, on aurait reconstruit ça, j'aurais été super fier. Ouais. Mais voir juste, j'ai l'impression qu'il y a 2-3 trucs pris par-ci, par-là. Ouais. C'est pas expliqué. C'est un peu comme si tu avais fait une longue narration sur une partie de ta vie et qu'on reprend 3 bouts de phrase. En gros. Ouais. Et que c'est pas les principales. C'est un peu comme, imaginez un peu un écrivain qui a écrit toute sa vie, tu vois, mais c'était un soulard. Ouais. Et on fait une expo où on parle du fait que c'était quand même un sacré soulard. Ouais, de rien d'autre. Ça fait plus ça. Ouais, c'est un peu Je crois relou. que c'était quand même un petit peu plus profond que ce qui est montré dans l'expo. Ouais. Et je l'ai pas vu. C'est pas mal, hein. On va dire que ça a été assez... Ouais, je suis comme ça, moi. Ça a été assez unanime dans un certain sens. Après, évidemment, pour le on va dire, mais nous, on peut pas découvrir des trucs, quoi. Ouais. Très difficilement. Changeons de sujet. Ouais. Musique. T'as toujours gardé le même noyau dur, que ce soit pour tes solos, pour Puta Madre, RAB, les deux fils de pute. Vous êtes toujours restés proches dans une affaire de famille. Ça t'est jamais venu à l'idée de travailler avec d'autres, peut-être producteurs ou d'autres MC? Bah si, ouais, mais moi, dès qu'il y a la musique, c'est comme faire du foot. C'est super chouette. Sauf que tu es moins payé. Hein? Sauf que tu es moins payé pour un Je transfert. parle pas de faire du foot Neymar. Non, du foot au parc. Ouais. Attention, excuse-moi. Non. Je reprends. Faire de la musique, c'est faire comme du foot au parc. Voilà. Ah, moi, je trouve ça vraiment super cool. Mais tu m'as dit, ouais, viens faire un truc. Exactement, oui, il y a quelques temps, je t'avais invité sur un morceau à nous. Et du coup, il n'y a jamais de projets qui se sont concrétisés dans cette direction? Mais parce que c'est ce que je te dis, j'ai un caractère un peu bizarre. En fait, mon groupe, c'était RAB, rien à branler. Le concept, c'était on n'en a rien à foutre. Point. Même pas de... Non, c'était on n'en a rien à foutre. Donc, c'était relativement général. Et en fait, je suis à ce premier concept qui me semblait fantastique. C'était comme une libération pour moi. Tu vois, il y a les gens qui attendent un moment pour dire ouais, je suis homosexuel. Ah oui, parce que Ma libération, c'était j'en ai rien à foutre. ouais. Parce que toute ma life, c'était comme... Ouais, et tu pouvais ponctuer par un j'en ai rien à foutre. Ouais. Voilà. Du coup, ça te permet tout, et ça te dédouane de ne rien faire. En fait, ça me permet de faire ce que je veux. En même temps, dès que ça prend un peu une ampleur un peu trop... oula. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va là? Parce que là, il y a un peu trop de monde qui demande de l'attention, en fait. Ouais. Là, on peut dire, bah, j'en ai rien à foutre. Et donc, saboter ton propre travail. Ce qui est relativement cool, parce que, je veux dire, moi, ça me fait vraiment peur. Là, ça commence à aller, mais
Je veux dire, arriver de là, ouais, tu dois parler, tout ça. J'ai vu qu'il y avait un micro, je m'étais pas rendu compte de tout ça en fait, parce que j'en ai rien à foutre. Donc lui il me contacte, ouais, tu viens, discussion publique, tout ça. Ouais. Moi je voulais venir à Bruxelles, je voulais te voir, je voulais voir mes potes. Donc ça m'arrange bien, mais je me rends pas compte exactement de ce que je dois faire. Des chefs, des gens, voilà. J'improvise un peu là. Globalement. Ouais. Dès que c'est un peu trop important, ça pourrait me propulser vers un niveau, on va dire, où... Que tu veux pas atteindre, qui va te gêner ou qui va... Je suis déjà mal à l'aise à ce niveau-ci. Alors je me dis niveau encore plus au-dessus, tu vois. Ouais. C'est de dire bonjour à Trump, c'est... Mais il est justement en train d'arriver. Non mais attends, mais vous rigolez, mais il y a 2 semaines, j'étais à Monaco. Donc tout ça, donc je fais du graffiti, et à travers le graffiti, je me retrouve en 2017 à aller à Monaco, invité par une galerie sur le port de Monaco. De Nice à Monaco, on me file un hélicoptère, un casque, j'arrive à Monaco, le lendemain, il y a le prince. C'est Philippe, non, Régnier Je sais pas, on en a rien à foutre. Ouais. On va l'appeler Monaco. Le prince de Monaco qui vient et qui me serre la main, quoi. Et on parle, et invité, tout. Bah, tu trouves pas justement qu'à un moment donné, c'est fantastique ce truc? C'est qu'on en a rien à foutre en étant dans une live totalement freestyle. Je trouve ça cool. Parce que le rien à foutre, il est plus dans le freestyle que le je vous emmerde tous. Hein. En fait, le rien à foutre, il est genre, c'est le prince de Monaco. Attention, il y a le protocole. Ouais. Moi, je lui ai fait un check. Normal. J'en ai rien à foutre du protocole. Mais je pense que le fait d'avoir eu le prince de Monaco et qu'il y a quelqu'un qui fait une photo, qui me l'envoie et que je trouve que c'est marrant, que du coup, je l'envoie à ma mère, parce que je ne peux pas lui envoyer beaucoup de choses de ce que je fais. Il a bien dit, des putains manerelles, les 2 fils de pute. Ouais. Pas très familial. Mother, donc ça oui, ça le prince, j'envoie et enfin voilà, et ça sert à ça en fait. Ouais. Ça sert à rétablir une relation avec sa mère. Qu'elle se dise ah mais ça va en fait. C'est beau. Mais à part ça, mais donc t'imagines un peu, donc tu fais de la peinture, tu te sabotes et même comme ça, tu dois serrer la main à un prince qui est probablement une ordure de dingue, enfin peut-être pas lui, mais c'est des sons, enfin tu vois. Parce que dans un certain sens, c'est comme ne pas accepter que tu es arrivé à une fin, tu vois, ne pas accepter que tu es arrivé à la fin de ton art et t'y complaire et continuer à perpétrer le même truc. C'est-à-dire que comme tu le dis, tu crées un truc, tu le sabotes, tu crées un truc, tu le sabotes et t'en as rien à foutre et c'est super cool. C'est qu'à un moment donné, tu es en éternelle création. C'est beau ce que tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est pas du tout pour aller dans le sens du poil, mais c'est une éternelle création et un éternel recommencement de ce que tu vas proposer. Donc fatalement, il va t'arriver des trucs aujourd'hui qui t'arrivaient pas il y a 25 ans et contrairement, il arrivait des trucs, comme on expliquait tout à l'heure, de courir dans un entrepôt qui ne se reproduiront plus jamais maintenant. En fait, c'est de l'évolution, au sens propre du terme. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Non, mais le vandalisme, je pense que c'est quand même quelque chose de relativement génial. Non? Ah ouais, ouais. On parle pas de faire des trucs sur des maisons, les voitures, des particuliers, des gens qui souffrent et qui, tu vois, non, qui travaillent tout le temps. Non, le vrai vandalisme, quoi. Ouais. Je trouve ça quand même... Quand je le vois, chouette, quoi. Parce que je me dis que c'est... Au moins, dans cette rue, il y a au moins quelqu'un qui s'est défoulé. Je veux dire, vous vous rendez compte du nombre de gens qui vont travailler tout le temps et qui vont dans des salles de fitness pour se défouler, quoi. Et ils payent. Ouais. Ils payent pour ça. Ils prennent leur voiture pour y aller et ils y payent. Bon, c'est pas que je suis un sportif, ça se voit. Enfin, je veux dire, c'est clairement pas un sportif. Mais c'est bien de faire du sport, c'est pas ça. Mais je veux dire, se défouler... Ah, il faut au moins crier un peu, quoi. Ouais, il faut... Je veux dire, les Chinois, ils le font, ça fait 5000 ans qu'ils font ça. Ouais. Rire. Ils font que des trucs de fou. S'exprimer, enfin, tu vois, sortir de un peu... Ouais. Les petits, quand tu les mets dans... Ils sont entre petits, mais ils crient, ils se jettent des balles. Ils veulent vider. Ils veulent se vider. On est une machine de dingue à l'intérieur de nous, tu vois.
Bah, c'est ça qui crée un peu la tension qui est assez palpable régulièrement. Tu marches en rue, tu sens qu'il y a des nerfs ambulants qui sont en train de marcher comme ça, tu vois. Parce que justement, il n'y a pas ces exutoires naturels. Tout le monde est bridé. Tu vois ce type Shaw, je me souviens, Stephen Shaw, Ouais. le mec qui a fait Shaolin Soccer, le film où... Bon, la fin du film, la morale de la fin du film, c'est que si tout le monde faisait du kung-fu, il n'y aurait pas de problème sur Terre, quoi. Je veux dire, tu dois te garer, bah, tu dois sauter dans le bus parce que tu l'as raté, tac, tac, tac. Tu rentres par la fenêtre, c'est réglé. Et il n'y a plus de retard, quoi. Tu vois ce que je veux dire, et tout le monde vit sainement, parce que ça suppose aussi boire de l'eau, boire... Ouais. Ouais, c'est juste un autre code, en fait. Ça, c'est Stephen Shaw. Voilà, ça, c'est Pablo González. Si tout le monde faisait du graffiti, il n'y aurait pas de problème sur Terre. Ouais. Zéro. Il y aurait moins de place, mais il y aurait... Il y aurait moins de place pour faire des graphes. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, On en refait. on s'en fout. Mais je veux dire, il y aurait moins de problèmes. Je veux dire, si t'es là, tu prends une bombe et... Ouais, plutôt que d'attendre et de contenir, et puis d'un jour péter un câble parce qu'on t'a mal servi un café, tu vois. T'énerver sur ton gosse. Ouais, voilà. Tu vois, ou t'énerver sur le... C'est ça que je voulais dire par tu vois des gens qui sont non-stop, enfin, tu vois des espèces de nerfs ambulants qui marchent, et tu sais pas trop pourquoi, c'est pas si grave, tu vois, qu'un gosse crie. Pourquoi il prend une tarte dans sa gueule comme ça au milieu de la rue? je comprends Faut pas. pas déconner, tu vois. Je comprends pas, ouais. Trouve un exutoire. Si c'est pas le grave, si c'est pas le kung-fu, cherche un truc. Non, il n'y a que le graphe ou le kung-fu. Le reste... Parole de pie. Il faut être réaliste, il faut prendre un truc qui soit intérieur, interne et profond, comme le début des temps, quoi, les premiers hommes, quoi. Je veux dire, les premiers hommes s'exprimaient, hein. Ils criaient tous comme des fous, ils mettaient leurs mains partout, ils crachaient, c'était pas des fous, là. Ils mettaient leurs mains partout, là. Non? Dessiner des trucs, là. Ouais, regarde, c'est ça un taureau, c'est ça un... Voilà, ils s'expriment, quoi. Ils chassaient, ils étaient à poil. On est comme ça. On essaye de s'habiller, de paraître un peu moins sauvage, mais on est des sauvages. On doit un petit peu se lâcher. Parfois sous la douche, juste c'est suffisant, je pense. Hein. Juste une petite chanson, ça doit faire un peu du bien, mais c'est pas assez. Je pense qu'il faut... Faut que ce soit régulier. Je pense qu'il faut au moins une fois voler quelque chose dans un supermarché. Il faut faire un graffiti vraiment illisible et sauvage sur la façade de quelqu'un qui fait chier. Ouais, taguer Maïzena ou un truc comme ça. Ouais. Je pense qu'il faut casser une boîte aux lettres dans sa vie, au moins. Ou alors y mettre un pétard pirate. Ouais, faire ça marche quelque chose. Bien. Pisser. Moi, j'ai pissé dans la boîte aux lettres à Madou quand j'étais petit. C'était toute une aventure parce qu'elle était haute. Et, on était à plusieurs, on a pissé tous dedans. C'était la boîte aux lettres du Vlaams Bloc. On était là, ouais, on a fait beau geste. Bien, ouais. Voilà, ça fait partie du sauvage en nous, quoi. Et je pense qu'on est tous sauvages un peu et qu'on masque à mort, quoi. Et qu'on essaye tu vois, mais en vrai, on en a tous marre, quoi. De toute façon, je pense que ça se voit. Il y a toujours un moment donné où, même si tu t'es contenu pendant une grande période de ta vie, t'arrives dans un contexte que tu connais pas, et il y a un truc qui te pousse. Tu vois que ça picote à l'intérieur, et tu as envie de tester des choses, et tu fous un Posca dans la main de quelqu'un, et tu vois rien qu'à sa manière de tenir qu'il a envie d'éclater, quoi. Tu vois. Il y a une vidéo. Ça va fort, non? Non, je pense que c'était... C'est moi. Il y a une vidéo c'est un groupe russe. Je me souviens plus du nom du groupe. C'est des Russes. Les Russes. Je sais pas s'il y avait des Russes dans la salle, mais Beau peuple. les Russes, c'est des... Et ils ont des idées magnifiques. Ils ont pris un sac, genre assez gros, rempli de bombes. Il y avait une ruelle, genre, qui va légèrement en pente. Ils ont mis une caméra là au-dessus, là, tu vois. Et ils ont vidé le sac, comme ça, dans la ruelle, en pleine nuit. La caméra, elle filme, le jour se lève petit à petit, il y a des gens qui commencent à passer, une personne, deux, trois. Tout est en super accéléré pour que tu passes pas 2 jours devant Internet. Donc c'est en super accéléré. Tu vois les gens, et petit à petit tu vois des trucs sur les murs, quoi. En fait...
Oui, mais les gars décident décélérer la vitesse de la vidéo juste au moment où il y a vraiment il y a une dame, mais elle doit avoir, je sais pas, 212 ans, tu vois, un truc de... Elle prend une bombe et elle met un truc, quoi. Sublime. Fait son place. Cette vidéo, elle est sublime, ça veut juste dire que... voilà. C'est naturel, en fait. C'est un truc. Bah, c'est Un truc, t'as déjà vu quelqu'un qui l'a fait. Disons que le premier qui l'a fait, celui qui va contaminer tous les autres, c'est peut-être un gars du groupe. Ça, je sais pas. Parce que peut-être que s'il y en a pas, enfin s'il n'y a pas un seul tag dans la rue, peut-être que personne va risquer de faire ça. Donc il y a peut-être une manigance, la manipulation. un petit déclencheur. 2-3 qui ont fait. Je sais, c'est que les gens, enfin, je veux dire, vous tous, vous auriez tagué dans cette rue, quoi. Tous, fort probable. Ou en tout cas, se serait posé la question. La rue était blindée. Ouais. Un truc de fou. Et à Monaco, le truc de dingue, Monaco, il y a des gens, il n'y a que des Ferrari, il n'y a pas de golf. Que des gens blindés. Donc des gens soi-disant bien, tu vois. On a à Monaco, donc il y a les toiles, il y a 9 artistes invités, et il y a une grande toile avec quelques bombes, des poscas, pour les gens. Tu vois. Et les enfants, les gens, les trucs qu'ils essayent. Le prince a fait un truc. Ouais. Le con, il a fait un cœur avec des initiales. Ouais. Ouais. Et il a mis tout un truc. Enfin, bref. Le truc qui était cool, c'est qu'à la fin des 2 jours de peinture, pour moi, c'était la plus belle toile, quoi. C'était, on aurait vraiment dit un truc des vieilles photos de John Nard dans le Bronx, 1973, quoi. Des noms, ouais. Aurélie, tu vois. Ah ouais. Un je t'aime Monique au milieu. Un lapin, tu vois, ces espèces de lapins que tu apprends à l'école à faire en 3. Tu vois. Ouais, ouais. Et enfin, c'était super beau, quoi. Pour moi, c'était probablement les plus belles toiles de toute l'expo, quoi. Bah, c'est de la vraie expression, sur le moment. Ouais, c'était des gens qui font des trucs, sont là. C'est pas trop. Voilà. Ouais. Je pense que c'est. Je sais plus pourquoi je disais ça. C'était chouette. Pour en revenir à la musique, tu as jamais eu envie, ne serait-ce, enfin, l'idée ne t'a jamais traversé de te dire je vais quand même essayer de faire un gros hit ou de vraiment accessible. Ouais. Mais non. Ce qui se passe, c'est que j'ai un physique un peu trop, tu vois, genre, je plais à fond aux femmes, tu vois. Ouais. C'est un fait. Donc j'ai un problème à mort, et pour pas me faire, tu vois ce que je veux dire? Pour pas te faire ennuyer dans les rues, etc. Voilà, donc je préfère non. Mm-hmm. Non, mais ouais, on a essayé. À chaque fois qu'on fait je vais parler sérieusement. À chaque fois qu'on fait un morceau, à chaque fois qu'on fait n'importe quel morceau, dans notre tête, c'est un tube. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on comprend pas, c'est le public. Ouais. Qui se dit, mais non, c'est pas un tube, ça. Là, pour nous, c'était un tube. Question de perspective, quoi. Alors, nous, on a travaillé avec des gens sérieux, hein, des gens genre managers, tu vois, des gens avec des postes comme ça, des managers, des producteurs, des directeurs de chez public, tu vois. Et tous nous disent, ouais, faites un tube. Et on a fait que des tubes. Ouais, mais en fait, tout à l'heure en off, on discutait avec Smimmouz, et je disais que dans notre culture, en tout cas la partie musicale, elle a jamais mieux porté de slogan que Parental Advisory Explicit Lyrics. C'est-à-dire que on a l'impression que ça avertit les parents qu'il va avoir des insultes, mais en réalité, moi je pense que ça définit très clairement que on s'adresse à un public averti. Et s'il ne l'est pas, il ne va pas pouvoir avoir le recul nécessaire ou les bons codes ou la possibilité de comprendre ce qui se passe. Parce qu'effectivement, toi, pour une certaine population, c'est des hits. Kaiser, tu vois, Technics Tonic, c'est Vandal, ce sont des hits. Mais ce sont des hits à direction un petit peu plus particulière, on dira. Tu veux dire faire un morceau qui va embraser tout le monde. Et là, du coup, fatalement, tu vas de toute manière sortir de tes possibilités, parce que toi comme Smimmouz, comme plein d'autres personnes, et comme moi-même, on a fait des choix où on s'est dit c'est là-dedans qu'on prend notre pied, c'est là-dedans qu'on s'amuse, et c'est là-dedans qu'on trouve que ça déchire. Parce que je sais que voilà, on écoute des prods et on devient fou. Moi, tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais que sur Terre, il y a des gens qui croient en Dieu.
Et donc, du coup, il y a des gens aussi qui croient en l'enfer, tu vois. Et moi, pour moi, un tube, c'est ce qu'il y a de plus près, enfin, ce qu'il y a de plus proche de l'enfer. Je pense, tu vois. Du coup, tu as peur d'aller en enfer. Ouais, enfin non, c'est pas que j'ai peur d'aller en enfer, parce que j'ai peur de... Ou de faire de l'enfer. J'ai peur de rien, je casse ta gueule. Non, mais j'ai pas peur de... Tu vois, si on fait un tube, je crois qu'on arrivera à le gérer, tu vois. Genre, émotionnellement, je crois qu'on pourra le gérer. En essayant de garder ce truc, genre, on en a rien à foutre et tout ça, mais je crois qu'on arrivera à le gérer. Mais en vrai, s'il y a moyen de ne pas franchir la frontière de Satan, Mhm. c'est mieux. Ouais. Ouais. Tant que ça continue de s'adresser au public qui prend ces morceaux comme des hits, Voilà. parce qu'il y en a. Voilà, il y a des gens qui, il y a des gens qui écoutent certains morceaux à nous. Et ils tripent vraiment. Ils sont voilà. Ah oui. Et peu importe le projet, ça va être ton solo, ça va être Technique Stonic, ça va être un EP d'instru, ça va être les délires de Grazopa. Il y a une ligne de conduite. La seule chose qu'il y a, c'est qu'elle s'adresse, comme j'ai dit au début de ma question, à un public averti. Ouais, Après, chaque artiste a son public averti. Booba a un public averti, tu vois. Ouais, Une grande... T'imagines un peu, moi, un gars comme moi, gérer le public de Booba? Comment tu fais ça? Même lui-même ne gère pas son public. Comment tu fais pour gérer le public d'un mec comme Booba? Je crois que tu as du mal. Tu vas faire des courses là, au night shop du coin. Ouais, tu te fais arracher tes fringues, quoi. Tu rentres chez toi. Je t'aime. Tu te fais kidnapper, quoi. Et tu dois répondre à des questions. Mais voilà, on en revient à ce qu'on disait au tout début, c'est que il a créé des choses, il a créé du contenu, et à un moment donné, il a vu la femme avec son super beau sac qui s'est arrêtée devant tel morceau, et il s'est dit, tiens, si elle regarde ce morceau, c'est qu'il marche, donc je vais continuer à faire ce morceau. Et il y a eu un choix artistique. Je crois que ça va plus loin que ça. Je crois que c'est vraiment toute une question. Je crois que c'est à la base, c'est une question de caractère. Je pense que le gars, que je ne connais pas, à la base, à 6 ans, ça devait déjà être une star. Dans sa tête. Moi, j'ai connu des gars comme ça, c'est des stars. Ouais. Tu vois... des mascottes de l'école. Présente, quoi. Ouais. Tu vois, A Star is Born. Il y a des petits, tu les vois, mais ils ont tout. Ils ont le charisme, l'aura, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'ai jamais eu ça. Moi, j'ai toujours ressemblé à tout sauf... Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais après, c'est... J'ai pas de grâce, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas cette grâce que Morrison peut avoir. Ouais. Ou un mec comme Booba qui va carrément se dire ouais, tu sais quoi, je vais devenir plus beau, je vais faire de la muscu. Bizarrement, je suis pas spécialement d'accord. Parce que je pense que c'est vrai qu'il y en a qui naissent avec ça. Mais il y en a qui après vont choisir de le développer d'une certaine manière ou d'une autre. C'est-à-dire que tu vas capitaliser ce que tu dégages, ton aura. Ouais, ton sex appeal, ou alors justement ton côté personnage lambda, mais avec une bonne gueule. Mais non, c'est pour ça que j'ai choisi le graffiti. Parce que je suis un mec super intelligent. Quand j'étais petit, je me suis rendu compte que j'étais absolument pas sex appeal style. Tu vois ce que je veux dire? J'ai commencé à faire du skate. Ça a duré, je sais pas, 6 mois. Je suis tombé sur mon genou, j'étais là, c'est bon. Tu vois. Moi, je suis un petit gros. Tu vois, moi, j'ai grandi avec des souris de Côte d'Or, qu'on a tous appelé les souris, alors que c'est des petits éléphants. Mais ça reste des souris. Moi, je suis un souris, éléphant, Côte d'Or, boy, avant tout. Donc moi, tout ce qui est salle, vous allez comprendre, le fitness, ou Booba, ouais, non, tu vois. C'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est ça que je voulais dire. À un moment donné, dans sa tête, il s'est dit, c'est là que je vais... Ce que je te dis, c'est que des gars comme ça, c'est qu'ils ont vu ça, parce que c'est aussi un mec super intelligent, qui s'est dit à 6 ans, ouais, moi je veux ça. Ouais. Moi, à 6 ans, j'étais là, je voulais autre chose. Ouais. Le graffiti, c'est quelque chose qui m'a complètement permis d'être moi-même aujourd'hui, tu vois. J'assume complètement... Et parce qu'à travers le graffiti, tu peux être complètement anonyme, tu vois ce que je veux dire? Tu peux, moi, j'ai parlé avec plusieurs personnes pendant des heures, ils ne savaient pas que j'étais Sozy One, quoi. Ils pensaient que j'étais P. Gonzalez, le rappeur, quoi, tu vois. Ouais. Ils n'ont pas fait le rapprochement. Ça me va très bien, ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que, voilà, le fait de faire du rap, ça m'a aussi sorti de ma timidité interne quasi homosexuelle. Grâce à mes potes, aller sur scène, commencer à rapper, tout ça, j'ai commencé un petit peu à, tu vois.
En vrai, je suis incapable de parler devant des gens comme je suis en train de le faire. Là, je surmonte un truc. Et justement, ça fait rebondir sur l'aspect live que je voulais aborder avec toi. Est-ce que c'est ça qui fait des concerts et Ouais, des prestations parce que scéniques? j'ai constamment saboté tous les concerts des Putains Madré. Ouais, ça faisait votre marque de fabrique aussi à un moment. Ouais, en fait, Tu vois? c'était horrible parce que je faisais ça pour qu'on n'ait plus jamais de concert. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui trouvaient que c'était génial. Bah ouais. Ouais, ça m'a énervé. Alors j'ai commencé à apprendre les lyrics et là, ils trouvaient que c'était mieux. Donc je sais pas quoi faire. Tu vois ce que je veux dire? Bah faire, tout simplement. Ouais, mais c'est dur, tu sais. Enfin, Pourtant, vous avez eu de très gros lives. Hein. ouais, et c'est super cool. Et Ouais. quand tu le fais et quand t'es dedans, quand t'as déjà passé le cap de passer du backstage jusqu'à la scène Mhm. et que t'es dedans depuis un morceau, ouais, tu peux commencer à te dire bon bah tant pis quoi. On y est, on y est. Voilà quoi. Donc là ça devient relativement chouette, surtout avec mes potes quoi. Mes potes Ouais. c'est les plus chouettes amis. Pour la vie. Ouais, c'est un peu innocent, mais c'est vrai. Je veux dire sur scène. De toute façon, ça ne ment pas. Tu as quasiment le même entourage et les mêmes collaborateurs, on va dire, depuis plus de 30 ans. Ouais. 35, 40 même. Je me les tape et ils se farcissent ma gueule depuis 30 ans. Bah, c'est qu'il y a quelque chose qui est pur là-dedans. Tu vois, on est quand même, je pense, dans une époque où les rapports humains, ils ont une durée de prescription, tu vois. J'ai remarqué, il n'y a pas longtemps, je sais exactement pourquoi. Parce qu'on a commencé, pendant des années, ce truc-là qu'on fait toujours aujourd'hui, mais sans aucune attente, Sans aucun but. excitation Ouais. Financière. Ouais. Tu vois. Parce que oui, on avait le but de devenir le plus grand groupe Tout défoncé. du monde. Ouais, ça c'était notre ambition. Mais l'aspect financier là-dedans, zéro. On n'avait même pas d'appareil photo pour prendre nos graphes. Ouais, mais je veux dire, il y a un moment donné, l'aspect financier, il est arrivé, il a toqué à la porte, il y a eu des cachets de concerts, il y a eu des œuvres vendues, il y a eu des bits de Smimous qui ont été placés. Il est arrivé à un moment donné, l'argent, il a toqué à la porte. Ça n'a pas gâché le truc pur qu'il y avait entre vous. Non, mais ça faisait déjà tellement longtemps qu'on était rodés à faire ça pour le plaisir, que quand il y a eu de l'argent, c'était un plaisir en plus. On se disait, et putain, ils sont dingues. Ils nous payent. Donc voilà, ouais, c'est ça la thune rentre dans ta vie créative, artistique. Ouais, ça devient juste une composante en plus, Voilà, quoi. ouais, juste pour accompagner, pour te permettre de continuer en fait Ouais. à faire ça sans devoir aller bosser au McDo. Dans l'Oreca. Parce que moi, ma plus grande fierté, c'est ce que je dis toujours à ma mère, c'est que j'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai jamais eu le sentiment de travailler, de passer du temps, de trimer, de dire ah, putain, je dois aller travailler aujourd'hui. J'ai jamais fait ça. Et je sais que on me jetterait des pierres pour ça, mais je l'assume. J'ai jamais travaillé. J'ai toujours fait ce que je voulais. Et pour ça, je pense qu'à 43 ans, je pense qu'on peut m'applaudir. Ah, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en l'occurrence, si tu devais ramasser des cailloux de quelqu'un, ce serait de quelqu'un qui va jalouser ta situation. Parce que justement, peut-être que lui a eu à le faire. D'aller se lever tous les matins à pas d'heure, avec un œil dans le lit et un œil dans le boulot. J'ai galéré genre 4 mois sans un bal à se démerder. De toute façon, artistique, c'est quasi pas possible de vivre en continu sur un petit surf d'argent. Hein, c'est pas possible. Non. T'as toujours des super bons plans. Et quand t'as ce super bon plan qui tombe sur ton compte en banque, t'as l'impression que ça va être comme ça. C'est Byzance. Sauf que c'est pas Byzance tout le temps. Ouais, parce qu'on est des Mongols. On vient d'une classe sociale relativement Moyenne. Qui ne connaît absolument rien de l'argent et de comment travailler ou traiter l'argent. Ouais. Bah, c'est comme tu l'as dit. Et tu te fais, oh, on me paye pour ça. Ouais, t'as l'impression que tu l'as Limite volé. piqué, quoi, tu vois. Donc ce rapport qu'on a avec l'argent, les gens de ma classe sociale, fait qu'on est des pauvres pour toujours, quoi. C'est les gens comme nous qui faisons les prêts à la banque, c'est les gens comme nous qui avons besoin d'un prêt pour une bagnole, pour une baraque, tu vois ce que je veux dire. Et le prêt, c'est une menotte. Excusez-moi de vous l'annoncer, mais c'est un truc de pauvre, quoi. Il n'y a que les pauvres qui font un prêt, quoi. Les riches, ils n'ont pas besoin de... Enfin, ouais, à géométrie variable, on va dire. Mais non, c'est pas intéressant de faire un prêt. Tu payes presque le double, ou en tout cas un tiers en plus.
moins, mais même, tu payes plus. Donc, Ouais. quand tu es riche, en général, c'est parce que tu sais comment dealer avec l'argent et le garder. Donc, tu vas pas payer plus cher une baraque quand tu peux la payer comme ça, Ouais. ou l'avoir autrement. Donc voilà, on est des pauvres. Forever. Sachez-le. Moi, j'ai un oncle, il a travaillé toute sa life, et un jour, il m'a dit, mais je devais avoir 12 ans, il m'a dit, mais super vénère, il m'a dit, ouais, quand tu travailles honnêtement, tu ne deviendras jamais riche. En espagnol, ça sonne un petit peu plus la primera. Tu l'as bien fait. Ouais, ben, je te jure que ça m'a fait flipper. Et depuis, je me dis, putain, ouais, ok, donc travailler honnêtement, c'est pas bon. Bah, la vie lui a donné raison à ton âge. Tu vois bien que... Je vois des potes à moi qui travaillent honnêtement, donc en faisant un peu de blague, c'est ça que c'est le travail. Honnêtement, ouais. Ils travaillent super honnêtement et... Malgré tout. Ils travaillent, enfin, ils payent tout, là, les gosses, tout. Enfin, ils s'arrêtent au feu rouge. Enfin, Ouais. tu vois, ils font tout comme il faut, quoi. Et ils galèrent, quoi. Ouais, bien sûr. Et ils galèrent et ils sont un peu genre, ils savent pas très bien. Parce qu'en fait, tu parlais tout à l'heure du prêt ou du crédit, mais quelque part, t'as pas l'impression que pour une bonne partie des gens, c'est notre vie qui est à crédit. C'est-à-dire C'est un que poète. si... Non, mais on se comprend. Mais t'as pas l'impression que tu dois prester pour bouffer, tu dois rester dans le mouvement pour continuer à avoir juste la somme qui te permet de payer là où tu vas dormir, là où tu vas pisser, là où tu vas... Tu vois? C'est un peu hypothéqué, tout ce truc. C'est le droit de vivre dans une ville. Ouais. Enfin, ouais, pour avoir le droit de bénéficier de tous les avantages d'une ville et d'une métropole et du fait de vivre avec plein de gens super intéressants, Société. ça se paye. Ouais. C'est juste ça. Ouais. Ça, j'ai compris. Hein. Ouais, la place de citoyen se paye, quoi. En tant qu'anarchiste, je comprends qu'il y a un prix à payer pour vivre dans une ville aussi intéressante que n'importe quelle ville en Occident. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends la logique de l'argent finalement, tu vois. Mais ce que je comprends pas, c'est Pourquoi, quand tu as tout bien fait, tu restes quand même sur le carreau? pourquoi quand tu fais tout bien, il n'y a pas moyen de monter les... Enfin, tu vois. Ouais. C'est la Foire du Midi, non là, pour le... Ouais, non. Il y a ce truc toujours, non? Ce truc, La perspective d'évoluer. cette échelle là, qu'il n'y a pas moyen de monter là. Ouais. Ah, ça, c'est comme ça qu'ils nous font monter eux. Ben, c'est un peu... Enfin, ça reste logique. Il faut que tu puisses continuer à espérer que ça t'arrive pour continuer à aller vers ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, Sinon, tu t'arrêtes. moi, j'ai décidé à 16 ans de leur dire à tous d'aller se faire foutre. Voilà. Donc voilà. Et on va conclure là-dessus. Non, parce qu'on en a marre, non? Ça va. Bon, on va peut-être juste faire un tour de 2-3 petites personnes qui auraient envie de te poser une question. Ah merde, il y a ça aussi. Je pense, oui. C'est ça, Grégoire. Par main levée, comme à la petite école. Un micro. N'exagérez pas non plus. Il n'y a pas de question. Voilà. Ah, s'il n'y a pas de questions, on s'arrête là, c'est bien aussi. Hein. Il n'y a pas de questions. Je suis Ben, tellement super. clair que... Un mot de la fin? Le mot de la fin, il était déjà dit. Ok, depuis le début, c'était le bonjour. Ouais, non, le mot de la fin, voilà, c'est ça. C'est Superbe. Ben, merci à tous d'être restés. bon comme mot de la fin. Et bon retour à tous. Désolé hein, pour tout ça. Ouais, voilà.